Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et podcast du magazine Programmé. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu, de quelques annonces, alors pas toutes les annonces parce qu'il y en a quand même, quelques-unes, de l'événement Re-Event, donc événement annuel autour des services Amazon Web Services. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos débriefs, alors ce n'est pas Stéphane ou alors il s'est transformé, mais c'est Julien, Lépine qui, nous fait le débrief, cette année. Bienvenue à toi. Bienvenue, enfin merci. Bonjour François. Donc effectivement, je suis pas Stéphane, je suis Julien Lépine. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille quand même avec Stéphane, donc je le connais bien Voilà. et il est pas loin. Vous le retrouverez bientôt. Voilà, très, très bien. Alors donc ensemble, on va faire un petit débrief là en 20-25 minutes, de quelques domaines qui ont été annoncés, lors des journées de Re-Event. Alors beaucoup de choses, hein, évidemment. Alors classiquement, on va dire maintenant depuis quelques mois, bah, c'est l'IA qui a quand même dominé pas mal, la scène, de l'événement et les sessions. On va parler aussi des nouveautés des puces, un petit peu de CLI, du SDK Rust aussi, qui est maintenant totalement disponible. Des nouveautés autour, de NVIDIA et du serverless, hein, qui évolue quand même pas mal, comme tu me disais un petit peu en préparant, ce débrief ensemble. Alors, une des Exactement. grosses annonces, autour, de l'IA, bah, c'est effectivement Amazon Q, en fait, ou Q en français, voilà, hein, c'est la lettre, hein, c'est comme ça. Hem, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment, en fait, cette techno va être diffusée ou infusée, dans l'ensemble de vos services? Exactement. Donc Amazon Q, on va utiliser la prononciation anglaise, a été la première annonce, enfin, une des toutes premières annonces de re:Invent, faite par Adam Selipsky, donc le directeur général, d'AWS. Donc re:Invent, petit récap, c'est plus de 2000 sessions qui ont eu lieu, la semaine dernière, donc la dernière semaine entre novembre et décembre, à Las Vegas. C'était plus de 50 000 personnes présentes. Et effectivement, l'intelligence artificielle, avec plus de 250 sessions dédiées à la Gen AI, était clairement un sujet phare de la semaine. Euh, la première annonce, effectivement, c'était Amazon Q. Donc, qu'est-ce qu'on entend par Amazon Q? Amazon Q, c'est fait pour être votre assistant métier et programmation, on va y revenir, euh, pour travailler au niveau des données de l'entreprise et pour accélérer l'ensemble des processus métiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un certain nombre de choses. On est sur programmer, je vais commencer par la partie programmation, parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui est assez impactant. Il y a une petite histoire qui a été racontée par Adam, qui est assez intéressante. Un des cas d'usage d'Amazon Q que l'on a utilisé, c'est finalement une extension de la plateforme. Alors pour ceux qui la connaissaient, elle s'appelle Code Whisperer, euh, qui est un assistant intégré à vos environnements de développement et qui vient vous permettre, en utilisant de l'intelligence artificielle générative, d'avoir de la recommandation automatique de code, des tests de sécurité, de la validation de performance. Donc voilà, vraiment un assistant complètement intégré. Et Amazon Q, ce qu'on avait comme problème en interne, on a beaucoup d'applications chez Amazon, donc c'était aussi un besoin interne que l'on a mis à disposition. On a pas mal d'applications qui sont développées en Java. Et en l'occurrence, on avait plus d'un millier d'applications qui étaient développées en Java et qui étaient bloquées sur une version Java 8. Et vous connaissez tous le legacy. Comme la plupart des legacy, effectivement, c'était une plateforme, on avait des besoins métiers, donc on avait potentiellement parfois du mal à les mettre à jour. L'intérêt d'Amazon Q, on a mis une équipe de 5 ingénieurs, et en 2 jours, ils ont eu la possibilité de mettre à jour 1000 applications de Java 8 vers Java 17. Donc le but, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser cette intelligence artificielle générative pour accélérer les processus métiers. Et donc effectivement, la mise à jour de Legacy a été un des premiers cas d'usage. Et Amazon Q, finalement, on le voit pour les développeurs, vient vraiment les aider sur toutes les phases. Donc, vous avez besoin d'interagir avec des SDK AWS. Ça va utiliser plus de 17 ans maintenant d'expérience sur AWS pour vous faire des recommandations et vous accompagner sur la mise en place de vos architectures sur AWS directement. Ça va aussi vous permettre d'expliquer le code. Donc, vous avez une fonction, vous êtes sur un projet, vous arrivez, vous dites qu'est-ce que fait ce code? Et bien, Amazon Q va être capable d'analyser la fonction et de vous donner des recommandations. Et Et donc, et à la alors je m'excuse de non, te je t'en couper, prie. mais, au bout du compte, tu l'utilises comment? Est-ce qu'on peut l'intégrer en local avec un plugin, mettons que je sois sur VS Code ou d'autres choses? Ou est-ce que c'est uniquement, en ligne?
Alors, c'est complètement intégré dans les IDE. Et vraiment, c'est la brique de base. Comme on faisait avec Code Whisperer, vous avez VS Code, vous avez JetBrains, vous avez les autres IDE. Vous avez la possibilité d'intégrer Amazon Q directement dedans. Ça se connecte avec un compte qui est complètement gratuit. D'accord. Donc, vous arrivez, vous créez un compte, un AWS Builder ID, et avec la base de seconde, vous pouvez directement utiliser Amazon Q et l'intégrer. On a été un petit cran plus loin parce qu'effectivement, donc on va venir là où les développeurs sont, et c'est vraiment le but, les aider dans la compréhension du code, dans l'écriture du code, dans la mise à jour de ce code. Un des premiers cas d'usage que l'on a vu chez Amazon, et c'est un petit clin d'œil au poster qui est derrière François, euh, on l'a vu beaucoup chez nous, ça aide énormément pour l'écriture de tests. On l'a vu avoir des tests de couverture, des choses comme ça. Bah, finalement, avec une plateforme comme Amazon Q, on va pouvoir générer automatiquement des tests et avoir une couverture fonctionnelle beaucoup plus large. Donc, vraiment dans l'IDE, on va s'intégrer à l'ensemble du cycle de vie des développeurs. Mais on a voulu aller un petit peu plus loin sur la partie développement. Et en fait, Amazon Q, on l'a intégré déjà dans beaucoup d'outils. Donc, si vous faites des requêtes, si vous utilisez CloudWatch, qui est notre plateforme d'observabilité, si vous l'avez déjà utilisé, il y a un format de requête spécifique pour aller chercher des données dans les logs. On a intégré Amazon Q qui vous permet de parler en langage naturel et automatiquement sur les requêtes de ce langage naturel, typiquement, dites-moi les fonctions lambda qui ont un temps de démarrage de plus de 50 millisecondes. Et ben, il va générer la requête automatiquement directement dans la console. Si vous avez un bug sur une fonction lambda ou si vous avez une erreur, vous pouvez mettre Amazon Q directement dessus. Il va vous expliquer quelles sont les étapes de remédiation qui sont disponibles. Donc le but vraiment, c'est de simplifier toutes ces expériences Mmh, mmh, mmh. au niveau de la console et au niveau de l'ensemble des services d'AWS. D'accord. Alors si vous êtes sous du VS Code, vous tapez tout simplement dans le store, de l'IDE, effectivement Amazon Q et vous tombez sur l'AWS Toolkit, version 2.2.0, et uniquement cette version-là et effectivement Q, est intégré. Alors actuellement, il est en preview, Dixit, Exactement. le toolkit. Voilà, après, bah, vous installez ça, vous redémarrez et puis c'est bon. Voilà. C'est absolument le but et vraiment voilà, de manière hyper simple, avoir la possibilité Ouais, d'utiliser, et encore une fois gratuitement. Et bon, il est en preview, donc ouais, n'hésitez pas à nous faire vos retours ouais. sur l'utilisation d'Amazon Q. On est absolument heureux du feedback. Voilà, Donc ça, c'était sinon la partie développeur finalement d'Amazon Q. ouais. Donc, enfin, étant moi-même un développeur, Incroyable! très utile et hyper pratique au quotidien. Ouais, Mais Amazon Q, le but, c'est vraiment d'être un assistant métier. Et un assistant métier, ça veut dire une plateforme qui va se connecter à vos données métiers, qui va être capable de les analyser, de les ingérer, de les sécuriser et de faire de la recommandation dessus. Et donc, Amazon Q, vous pouvez le connecter déjà à plus de 40 plateformes, des plateformes documentaires, des plateformes de collaboration, des plateformes de suivi. Donc, on a plus de 40 intégrations directement d'Amazon Q. Et et donc, va pouvoir... et Oui. du Salesforce, non? Alors, on a du Salesforce, Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais. on a effectivement plusieurs plateformes qui vont pouvoir venir dedans. D'accord. Alors, Salesforce, j'y reviendrai parce qu'on a en plus une intégration spécifique avec Ouais, ouais, Salesforce à ouais, travers ouais, leur tout à fait, plateforme bah, c'est Einstein, ce que j'avais vu, euh, oui. parce Ouais, on est un partenaire. ouais. Mais donc, dans Amazon Q, ça va pouvoir venir chercher ces différentes données d'entreprise. Au passage, ça va analyser les droits qui sont associés à chacun des utilisateurs avec vraiment un fondamental clair qui est la sécurité. Aucune D'accord. donnée ne sort de vos VPC. Les données sont chiffrées au repos, sont chiffrées en transit. Les données ne sont jamais réutilisées pour entraîner un algorithme ou utilisées ailleurs. Et quand vous utilisez Amazon Q pour poser une question, on va analyser en amont les ACL, dans les Access Control Lists de différentes Mmh. plateformes, Ouais, pour s'assurer que les utilisateurs n'ont que les résultats auxquels ils ont le droit d'avoir accès. ouais. Mmh. Et donc, ça permet d'avoir les Retrieval Augmented Generation, donc les RAG, qui est le cas d'usage très fréquent pour l'IA générative en ce moment, directement limité sur effectivement les Mmh. documents sur lesquels vous avez les droits. Et donc voilà, Amazon Q va vraiment devenir finalement cette plateforme connectée. Et Mmh. on a été un petit cran plus loin, parce que donc ça, c'est Amazon Q en tant que plateforme, finalement. Vous pouvez la connecter à vos process métiers, faire des questions, et ça va effectivement utiliser To Generate. Et on l'a intégré de manière directe dans certains services. Et donc, le premier qui a été mis à disposition, effectivement, c'est Amazon Connect, où là, si vous utilisez les solutions de call center, donc de relations clientèle d'AWS à travers Amazon Connect, on a Amazon Q for Amazon Connect, qui vient directement dans Amazon Connect fournir toutes les fonctionnalités d'IA générative
pour que les agents aient accès à la base documentaire et les recommandations sur les prochaines actions à faire, puissent vraiment avoir l'ensemble de Mmh. ces actions. Et est-ce que moi, en tant que dev, je peux intégrer Q, dans mes propres apps, heu, ou pas? Est-ce que c'est faisable ou Alors, pas aujourd'hui? tout à fait. Donc Amazon Q a une API, donc D'accord. vous avez tout à fait la possibilité. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit et c'est aussi un des cas d'usage. On travaille beaucoup avec des éditeurs de logiciels et nos clients pour, les intégrer à leur portail d'entreprise et autres. Donc vous avez des API, vous pouvez directement, appeler Amazon Q, et avoir finalement ces choses-là directement intégrées dans vos applications. Le but, c'est ce qu'on a fait pour Amazon Connect, c'est que ça devienne une extension de vos applications métiers et non pas que vos applications métiers disparaissent complètement et que vous deviez tout réintégrer, ça devient vraiment une extension Mmh. facile de vos applications. D'accord. Alors comme toujours, hein, si le sujet vous intéresse, lisez d'abord la doc, qui est disponible sur effectivement WS section documentation, sous-section, Q. Vous aurez 3 éléments principaux, donc la référence API, le développeur guide, alors plutôt usage, business, et ensuite, un usage plutôt dédié, autour, d'AWS aussi. Donc 3 documents, que vous pouvez lire avant de commencer, votre implémentation. Voilà, Exactement. donc ça, c'est la grosse parenthèse. Alors, évidemment, les annonces autour de l'IA se limitent pas effectivement à Q. Non. Est-ce que tu peux nous donner les deux-trois points clés, qui ont pu être annoncés durant, les jours de re:Event? Alors, on a eu énormément d'annonces effectivement autour du reste de l'intelligence artificielle, et autour de 2 plateformes. Donc il y a effectivement toujours la Gen AI en plus d'Amazon Q. Il y a Amazon Bedrock, qui a été mis à jour et sur lequel on a mis à disposition de nouveaux modèles. Donc si vous cherchez les nouveaux modèles Llama de Meta ou les nouveaux modèles Claude d'Anthropic, vous avez la possibilité sur Amazon Bedrock d'accéder directement à D'accord. l'ensemble de ces modèles. Ce qui est intéressant avec Amazon Bedrock, c'est que c'est vraiment une API quasiment aussi simple que celle qu'on a utilisée avec Amazon S3. Vous avez une requête, donc vous faites un push et ça va vous donner un stream de réponses. Donc une interface hyper simple pour vraiment intégrer les fonctionnalités. Là, c'est pour les personnes qui veulent construire des Ouais. applications. Donc là, vraiment les développeurs qui veulent construire des applications métiers autour de la Gen AI et qui veulent avoir un contrôle hyper fin autour de ça. Donc Amazon Bedrock a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et pour ceux qui veulent aller une couche plus bas, encore, qui veulent vraiment travailler sur les modèles, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées autour d'Amazon SageMaker. Donc Amazon SageMaker, c'est la plateforme d'intelligence artificielle, alors, on aurait tendance à dire traditionnelle maintenant, mais qui, jusqu'en 2022, on disait ouais, c'est la plateforme d'IA, qui permet finalement aux développeurs de modèles d'aller entraîner leur modèle, d'aller voir ces différents éléments-là. Et donc, on peut le faire sur de l'IA, encore une fois, traditionnelle, qui reste encore assez novatrice et qui a énormément de cas d'utilisation. Donc, les réseaux de neurones, tous ces éléments-là, le deep learning. Vous pouvez venir travailler sur les modèles, entraîner vos modèles et les suivre sur le long terme. Et en plus, effectivement, SageMaker a maintenant, pour les personnes qui veulent construire des LLM, donc là, on est sur un cas d'usage un peu plus niche, ou qui veulent Ouais. faire du tuning spécifique de LLM, ont des nouvelles fonctionnalités au sein de SageMaker qui leur permettent directement d'aller travailler au cœur de ces modèles et de suivre la pertinence des modèles. Mmh. Donc, on a vraiment ces différentes couches entre les personnes qui vont vouloir faire de l'intelligence artificielle, voilà, vraiment dans le détail. Vous pouvez utiliser SageMaker, voire même vous pouvez utiliser les nouvelles plateformes techniques derrière, donc les machines virtuelles. Et petit à petit, en fonction d'où vous voulez vous positionner, vous pouvez monter dans les couches Mmh. jusqu'à utiliser effectivement Amazon Q directement intégré. D'accord. Alors, si là on change un petit peu de sujet, alors il y a eu aussi pas mal d'annonces autour, du serverless, hein. On sait Exactement. qu'effectivement WS, est quand même un grand fan de ces approches-là. Hem, Quels sont pour toi les quelques points, ou fonctionnalités clés qui te semblent les plus intéressantes, à aller voir en premier. Les bases de données.
On a eu énormément de mises à jour sur les bases de données autour du serverless. Et la première, effectivement, autour d'Amazon Aurora. Donc, les bases de données, traditionnellement, c'est une grosse machine, surtout sur les bases de données relationnelles. Mmh. C'est une grosse machine qui tourne, et si on a besoin d'avoir plus d'espace, bah, il faut une plus grosse machine. Autour d'Amazon Aurora, donc, qui est une plateforme compatible MySQL ou PostgreSQL mise à disposition par Amazon, une réimplémentation complète du modèle de base de données. On a annoncé à re:Invent Amazon Aurora Limitless Database. Donc là, on a continué à travailler sur les couches basses. Pour les Mmh. développeurs, je fais une requête PostgreSQL tout à fait standard. Je ne me pose pas de questions. Par contre, si j'ai besoin d'avoir des performances supplémentaires ou si j'ai besoin d'avoir une base de données qui continue à passer à l'échelle, on a retravaillé les stratégies de caching et les stratégies de stockage. On a décorrélé finalement le calcul, le stockage sur différents tiers pour permettre finalement aux bases de données de devenir quasiment sans limite, donc de stocker vraiment énormément de données directement dessus. Donc de la simplification finalement pour les développeurs et pour les database administrators finalement qui vont avoir des bases de données qui vont passer à l'échelle. On- Est-ce que pour toi, en fait, tu sens qu'il y a vraiment une demande autour du serverless? Parce que, j'ai l'impression qu'on en parlait énormément il y a 2-3 ans, 4 ans, mais que le sujet, il est retombé un petit peu à plat, ou est-ce que c'est qu'une vision, faussée que j'ai un petit peu de l'usage? Alors, on voit énormément d'entreprises et des entreprises françaises et même des banques adopter des plateformes serverless. Donc non, au contraire, le serverless, on en parle peut-être un petit peu moins, parce que pour la majorité de nos clients, c'est quasiment devenu le new normal. D'accord, On a eu la chance en 2014 d'annoncer à la keynote de Werner Vogels le lancement d'Amazon Lambda, qui était le ouais, lancement ouais, ouais, du mouvement serverless. Et finalement, on voit qu'en 9 ans, le serverless est partout. Les bases de données, on a de plus en plus de bases de données qui sont disponibles en serverless. Donc, en plus d'Aurora, on a Elasticache, on a Redis, Redshift, ouais, qui a des nouvelles fonctionnalités, enfin Elasticache, Redis, mais aussi Redshift, qui est notre plateforme de data warehouse, qui ouais. utilise de l'intelligence artificielle pour optimiser les exécutions. Et on le voit finalement aussi, même au niveau des conteneurs, finalement, où on va avoir des plateformes comme Kubernetes, donc avec la plateforme EKS, qui derrière utilise un moteur serverless qui s'appelle Fargate, pour exécuter les conteneurs. Donc, au Ouais. contraire, le serverless, pour moi, on en parle peut-être un petit peu moins, non pas parce que c'est moins utilisé, mais parce que finalement, c'est vraiment devenu vraiment une option viable pour à peu près tout le Ouais. monde. Mmh. Un petit point qui est sorti juste avant re:Invent, Ouais. et donc que certains ont peut-être manqué, on a augmenté de plus de 10 fois la capacité de passer à l'échelle de Lambda directement. Donc, si jamais vous avez des applications serverless, parfois certains disaient oui, mais quand je vais à l'échelle très très rapidement, euh, est-ce que je suis sûr que ma plateforme sera capable de suivre Alors déjà, oui. Par défaut, la réponse était oui. Et on a même augmenté de 10 fois la capacité de passage à l'échelle Mmh. et la vitesse de passage à l'échelle de Lambda juste avant Rain. Donc, c'est vraiment parce qu'on a des besoins extrêmement forts de la part de nos clients. D'accord, très, très bien. Alors d'autres annonces ont aussi été faites, alors c'est vrai qu'on oublie souvent qu'Amazon, enfin qu'AWS, design un certain nombre de ses puces, Oui. c'est vrai, et il y a eu effectivement quelques annonces sur la next gen en fait, de vos puces. Alors 2 grosses annonces autour de Trainium 2, et de Graviton 4. Alors Oui. c'est vrai qu'on a plus l'habitude de parler un petit peu plus de Graviton que de Trainium. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et surtout quelle est ma différence fondamentale entre ces 2 composants? Alors, exactement. Donc, on entend beaucoup plus parler de Graviton. Déjà, Graviton, effectivement, on est à la 4e génération, ça fait un Ouais, moment que c'est là. Et Graviton, on est sur un CPU. Donc, on est sur un processeur general purpose. Donc, qui peut être utilisé pour vraiment faire toutes les charges de travail, comme on aime à le dire. Donc, on est sur une plateforme ARM, donc une plateforme ARM énormément retravaillé par AWS mmh, pour avoir la possibilité. Donc, c'est bien un processeur qui est designé et créé par AWS directement pour être le plus efficace au sein des environnements data center. Euh, Petit cas d'usage, Graviton, on continue à avancer. On a sur la génération 4 par rapport à la génération 3, 30% de capacité de calcul en plus, donc de performance de calcul en plus, et 75% de bande passante mémoire en plus. Alors qu'est-ce que mmh, ça veut dire?
comme ça, c'est bien, c'est des chiffres. Heu, Initialement, quand on a sorti Graviton 1, les gens voyaient ça comme étant, des trucs bien pour faire des sites web, ou pour avoir des cas de test. Ce que l'on voit de plus en plus et ce qu'on a vu à travers les différentes générations, c'est que maintenant Graviton 4 est vraiment un processeur qui peut être utilisé, pour des calculs haute performance. Et typiquement, on l'a intégré à des plateformes telles que UltraCluster, et d'autres plateformes avec des réseaux hyper haute performance et des très fortes densités, Mmh. mais qui permet aussi d'avoir des gains en termes de performance, mais aussi de consommation énergétique et de coût. Et en fait, on y reviendra, je pense, tout à l'heure sur ce que Werner a dit effectivement en prédiction et sur la keynote de Werner. Euh, le cloud pousse le développement durable d'une manière assez simple. Si vous consommez moins, donc dans les Reduce, Reuse, Recycle, qui sont donc les trois règles du développement durable assez simples à avoir, la réduction de l'utilisation d'une ressource chez AWS, ça veut dire que vous allez payer moins. Et une chose qui coûte en informatique, c'est beaucoup l'énergie. Et donc, ce qu'on voit avec Graviton, c'est que naturellement, en portant des applications d'environnements traditionnels vers des environnements ARM avec Graviton, eh ben, on va avoir des gains jusqu'à 60% sur la consommation énergétique et des gains financiers qui sont alignés avec ces gains sur la consommation. Alors Donc voilà, Graviton, c'est utile, c'est utilisable partout. mmh, On a un écosystème énorme de partenaires et open source qui vient travailler autour de ces éléments pour vraiment permettre de mmh. porter les applications de manière quasiment transparente. Alors par Trainium, contre, vas-y. cette génération ne sera pas généralisée, tout de suite, hein. C'est étape, pas par étape, hein. Exactement. Donc là, on vient de Heu, l'annoncer. ouais, On a la génération 3 qui est disponible ouais. à peu près partout maintenant. La Mmh, génération 4 est en cours de déploiement et au cours de l'année, effectivement, sera disponible dans l'une des 32 régions disponibles d'AWS. voilà et donc effectivement, le Trainium, alors pour le coup, effectivement, c'est un composant qu'on connaît un petit peu moins bien, parce que Voilà. c'est la Gen 2 en fait, au bout du compte. Et les Alors plus spécialisés en plus. ouais, donc plus côté HPC, en fait. Ah, Non, même même pas? plus spécifiquement, on est vraiment sur le machine learning. Et l'intérêt D'accord, de Trainium, c'est vraiment une puce qui a été faite pour entraîner les modèles d'intelligence d'accord, artificielle, que ce soit du deep learning ou que ce soit des large language models. ouais. Donc, je parlais tout à l'heure des ultra clusters. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'avoir des grandes fermes de calcul avec une extrêmement faible latence en termes de réseau, une distance en termes de latence réseau très faible aussi entre les différentes plateformes pour pouvoir entraîner des modèles, potentiellement même des large language models, c'est quand même un des cas d'usage, directement sur ces plateformes. L'intérêt de Trainium, c'est qu'on travaille aussi avec PyTorch, on travaille avec les différents Mmh, frameworks. ouais. Si vous utilisez les frameworks traditionnels du marché, finalement, la Mmh, plupart open source, pour faire vos modèles et les entraîner, vous avez directement la possibilité de les exécuter sur Trainium mmh, et de les faire entraîner. Et un des cas d'usage qu'on va avoir, bah, c'est typiquement Anthropic avec le modèle Claude. On a un accord de partenariat stratégique avec Anthropic, donc qui met à disposition son modèle au sein de Bedrock, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui va aussi entraîner ces modèles directement sur les plateformes AWS, dont les plateformes Trainium 2. Et on a d'autres partenaires tels que Databricks, Datadog. Je sais ouais, qu'on a des équipes d'engineering de ouais. Datadog en France. Là, on travaille avec eux pour les aider aussi Mmh, sur l'adoption des nouvelles puces. mmh. Donc en fait, on peut dire que c'est équivalent d'un DPU quoi, en fait? Ou Oui, pas? alors oui, mais Oui, mais? oui, mais alors oui et plutôt que oui, mais donc oui. D'accord, Et en plus, on a 2 types de puces, spécifiques pour le machine learning, parce que ce qu'on voit avec, certaines machines, enfin ou certains GPU, d'une, ils sont hyper performants et c'est très, très bien pour avoir des éléments. Mais quand on regarde le profil d'utilisation d'un processeur quand il est utilisé pour faire de l'entraînement de modèles par rapport au profil d'utilisation d'un processeur quand il est fait pour faire de l'inférence sur un modèle, on n'a pas du tout les mêmes besoins. ouais, c'est clair. L'inférence, normalement, on a besoin de beaucoup de RAM, mais finalement, Ouais. tout tient dans le GPU ou Mmh, TPU ou quel que soit le processeur pour faire la partie inférence. Et c'est pour ça qu'on a finalement deux processeurs. On a Trainium, on vient d'en parler, mais on a aussi Inferentia, qui est un processeur dédié à l'inférence. Donc, oui, finalement, c'est assez proche d'un TPU, mais mmh, dédié et spécialisé pour mmh. l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. D'accord. Alors, on continue un petit peu sur la partie matérielle. Alors Oui. là, parce qu'il y a eu des annonces autour, d'un nouvel accord, un petit peu plus approfondi avec effectivement NVIDIA.
Alors là, Oui. pour le coup, on est vraiment dans du HPC. Alors oui, on peut Oui et jamais non. enlever Nvidia. Alors oui et encore une fois, on ne peut jamais enlever Nvidia du monde de l'intelligence artificielle. C'est un acteur majeur Mmh, du monde de l'intelligence artificielle, en plus avec leur plateforme Nemo. ouais, On a effectivement un accord de collaboration stratégique avec Nvidia qui a été étendu pour les prochaines années, sur lequel on va fournir de l'infrastructure Nvidia au sein des plateformes AWS. Donc, voilà, mettre à disposition les processeurs, mais aussi mettre à disposition les suites logicielles NVIDIA. Donc, donner cette possibilité d'avoir finalement toute la plateforme et toute la largeur de gamme des solutions directes NVIDIA. Et donc, je parlais des clusters. Vous avez la possibilité, effectivement, de monter des clusters d'entraînement extrêmement larges qui vont encore une fois bénéficier un système multinœud, hyper bien connecté, extrêmement faible latence, mmh, sécurité de bout en bout, contrôle du réseau, que ce soit pour faire des calculs comme des calculs scientifiques, la météo ou des choses comme ça, c'est quand même un grand cas d'usage, mais aussi bien entendu pour mmh, l'intelligence artificielle et encore plus particulièrement pour l'intelligence artificielle générative, où finalement vous pouvez bénéficier de l'ensemble de ces dernières générations. d'accord. Et effectivement, on a annoncé la mise à disposition des GH20, qui sont les dernières, les GH200, pas GH20, la dernière génération de GPU de NVIDIA Mmh, qui va être mise à mmh, disposition sur AWS. d'accord. Alors et effectivement, alors ça, c'est un point très, très intéressant que tu as évoqué. Il faut jamais oublier que NVIDIA fournit toute une stack de SDK et d'API, Exactement. natifs effectivement et pour vraiment exploiter en fait, les possibilités de tous ces SOC, de tous ces GPU, de toute façon, il faut optimiser, nativement et très spécifiquement son code et son modèle d'apps ou de données parce que sinon en fait, vous aurez beau avoir une bonne GPU si c'est pas optimisé, en fait, vous allez passer à côté de beaucoup, beaucoup de puissance. Exactement. Et alors, plus particulièrement sur la dernière génération, Mmh, effectivement, de NVIDIA, ils ont mis des bus et un accès mémoire extrêmement fort entre le CPU et le GPU. Donc, si vous utilisez les bonnes librairies CUDA et la bonne manière de faire, mmh, et certaines, surtout les dernières générations, vous allez pouvoir bénéficier finalement de ce rapprochement entre le CPU et le GPU qui historiquement a toujours été un des points de contention. ouais, Entre le ça calcul, c'est le clair. Ouais, GPU était loin d'un tout à fait. côté, le CPU était loin de Ouais, l'autre côté, tous les échanges étaient ouais, longs. Et donc les dernières générations ont vraiment mmh, rapproché ces mmh, éléments-là pour ouais. permettre encore plus de performance. Ouais. Bah, en fait, c'est ce alors ça me rappelle, les débats il y a quelques années sur comment effectivement, on avait des ponts entiers entre le CPU et les GPU. Alors c'était tous les projets OpenCL, c'était le GGPU, à ce niveau-là, bon, et cetera, ou grande centrale côté Apple. Donc en fait, comment on optimise vraiment, les flux entre tous ces composants? Parce que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, et que l'on a encore d'ailleurs, à résoudre. Alors, il nous reste quelques minutes parce que le temps avance quand même. Alors, je voulais juste très rapidement aborder avec toi, la CLI parce que tu m'avais dit effectivement, en préparant qu'il y avait de belles nouveautés aussi au niveau de la CLI AWS et le SDK Rust, hein, qui est, désormais, librement accessible. Exactement. Donc, on a publié le SDK Rust directement sur GitHub. Donc, vous pouvez l'installer dans vos projets. Il est maintenu. Il est first class citizen, comme on dit chez AWS. Donc, il est public, disponible. Vous pouvez l'intégrer à vos applications. Donc, ce qui vous permet, voilà, pour tous les développeurs Rust, effectivement, d'avoir accès à toute la plateforme AWS. D'ailleurs, si vous faites du Rust, vous pouvez aussi utiliser, on en parlait tout à l'heure, Code Whisperer, qui est Ouais. une plateforme qui va vous permettre effectivement d'avoir la recommandation de code. Et effectivement, je voulais m'arrêter 2 minutes sur la CLI. Euh, on a sorti juste avant reInvent, donc c'est une annonce que peut-être certains ont manqué, et une annonce que j'ai trouvée assez intéressante. Connaître par cœur, alors ça fait plus d'une décennie maintenant que je travaille chez Amazon, connaître par cœur toutes les lignes de commande des différents services d'AWS, parfois c'est un petit peu compliqué. On le comprend. Et donc, on a lancé à travers Code Whisperer, encore une fois, donc, encore une extension avec Amazon Q. Donc, Il avec est Code partout ce bouton en Whisperer, fait. il est partout, Ouais, effectivement. ouais, Et c'est ça, donc, hein. dès qu'il y a du développement, effectivement, il va être partout. Avec Code Whisperer, maintenant, vous avez la AWS CLI qui intègre directement Code Whisperer.
Et donc, vous pouvez poser des questions sur ce que vous voulez faire. Donc, vous lancez la CLI Mmh. directement dans votre terminal et vous dites, je veux uploader ce fichier dans S3 et il va vous générer automatiquement les lignes de commande avec l'autocomplétion qui va bien. Et comme ça, vous pouvez les garder et effectivement travailler sur le C'est long bien. terme avec ces trucs-là. Ah ouais, donc Donc, le but, ça voilà, c'est c'est bien. vraiment de le rendre hyper simple. Et alors, j'ai eu la chance de le tester et de faire de la CLI Ouais. avec Code Whisperer il y a quelques semaines. C'est assez magique. J'ai pu faire effectivement des scripts assez poussés directement et ça m'a fait gagner Mmh. énormément de temps. Et ça, c'est disponible dès maintenant? C'est disponible dès maintenant. Donc effectivement, vous faites AWS CLI et Code Whisperer, on vous D'accord. donnera le lien, et vous avez effectivement la possibilité d'intégrer toutes les fonctionnalités. Encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle générative, pour OK. changer, mais Donc directement incluse dans la CLI. donc c'est disponible, Penguin, Windows, Mac? Ah bah oui, c'est un OK. package, Bon, complet, très bien. donc comme le reste de la CLI. Alors il y a des Très bien. prérequis à l'installation, hein, mais voilà, comme toutes les CLI traditionnelles. Très, très bien. Écoute, un grand merci à toi et on a tenu en 30 minutes et 30 secondes. Ouais, je Parfait. voulais juste Ah finir oui, par un mini truc parce que sinon ce serait pas drôle. On a eu les recommandations effectivement de Werner Vogels, qui était la keynote de clôture, et qui était assez intéressante effectivement. Donc il a parlé bien entendu beaucoup d'IA générative, mais il a aussi parlé du besoin de formation et du besoin de changement de l'éducation, et du besoin de diversité. Je pense que c'est effectivement un grand moment. On doit travailler, et tous développeurs que nous sommes, effectivement, à s'assurer que les futurs développeurs ont accès à toutes ces nouvelles technologies dès leur plus jeune âge et qu'on aide aussi les personnes en reconversion professionnelle à avoir accès à ces éléments-là. Et donc chez AWS, on est absolument engagé là-dedans et on continue à investir massivement dans le fait d'amener des nouvelles personnes à la technologie. ouais, Parce que même avec toute cette IA générative qui nous rend beaucoup plus productifs, on a encore besoin d'énormément de ouais, développeurs. Donc c'est quand ouais, même tout quelque à fait, chose qui est tout à bien à fait. entendre. Alors je rappelle aussi que alors c'est pas dans la partie effectuée en AWS, mais c'est sur Amazon, proprement dit, avec le projet en fait, avec le programme, Futur Ingénieur Amazon Future Engineer. qui est plutôt orienté Python, voilà, donc si vous aimez les serpents, vous aimerez forcément ce programme autour de Python. Citizen Code Python, Ouais, super plateforme ouais, effectivement proposée par Amazon tout Feature à fait. Engineer. Écoute, un grand merci à toi. Donc ce Merci François. podcast, donc sera disponible, sur YouTube, sur Podcast Apple, sur, Spotify, Ocha évidemment. Tous les autres, podcasts et vidéos sont disponibles, quand vous voulez, 24/7, en vacances à la montagne, sous terre. Il y a pas de souci. Donc quelques heures, de grande joie et avec de vrais morceaux de code. Merci Merci beaucoup. et puis Petit message pour la ouais, France, le 3 avril 2024, nous avons le Summit à Paris. Donc s'il y a des choses qui vous ont intéressé, que vous voulez venir nous voir, on vous attend et François sera là, je pense, le 3 avril on 2024 verra. au Palais des Congrès. Ah mais si, on sera sûr que tu viennes. Bon, mais il faut qu'on en rediscute alors. On en rediscutera. Merci à tout le monde, et n'oubliez pas donc c'est disponible à la demande et tous nos, autres podcasts et vidéos, aussi. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.